C'était le 2 décembre 2020, vers 16h50, 17h, donc en plein hiver, fin de journée. C'était encore en confinement. Et Morgan est allé couper du bois dans ce bosquet ici, qui se trouve à une centaine de mètres de sa maison. Il avait un casque orange, une tronçonneuse, et en fait, aux alentours de 16h50, 17h, il y a un chasseur qui l'a pris pour un sanglier et qui a tiré, qui l'a touché au thorax. Il y a eu une tentative de réanimation, mais au final, il est décédé quelques minutes après. Le lendemain, il y a le procureur du Lot qui a dit que toutes les règles de sécurité avaient été respectées. Du coup, on s'est dit, comment il peut y avoir un assassinat d'un homme alors que des règles de sécurité ont été respectées. Ça veut dire que les règles ne sont pas du tout suffisantes. Il y a quand même une différence de taille entre un sanglier et un homme debout au thorax. C'est ça en fait qu'on ne comprend pas. À partir de quel point un chasseur peut confondre un humain d'1,90 m avec un sanglier. Merci à tous et à toutes d'être là. Ça me fait plaisir de vous voir et je sais que ça aurait fait plaisir à Morgan aussi. Bien sûr, on n'a pas oublié les circonstances dans lesquelles il est mort. Tué dans son jardin à 25 ans, à cause du soi-disant loisir de certains. Nous n'avons pas oublié le choc, nous n'avons pas oublié l'horreur, ni l'incompréhension de ce moment. Nous ne l'avons pas oublié et nous ne l'avons pas pardonné. C'est un ami, quelqu'un qu'on a vu grandir. Je pense qu'il faut réguler ça. En tout cas, ces rapports qu'on a avec la chasse, parce que nous, on habite en campagne, on a peur en fait. Enfin, moi, j'ai une fille, on a peur de se balader, quoi. Je trouve que la chasse prend trop de place dans les campagnes. Moi, je vis à la campagne, et quand on se promène, je trouve que pour moi, c'est une agression. Moi, c'est Audrey. À côté de moi, il y a Zoé. On représente le collectif Un jour un chasseur. Nous avons mis en ligne sur le site du Sénat une pétition pour que le Sénat écoute nos demandes. Donc nous demandons le mercredi et le dimanche, sans chasse, un renforcement des distances de sécurité par rapport aux habitations. Dans 3 jours, il y a Léa et Mila qui sont les autres personnes du collectif avec nous. Léa et Mila sont auditionnées au Sénat pour ouvrir donc la mission de contrôle qui a été ouverte par le Sénat. Ça fait 1 an que Morgan est mort et ça fait 1 an qu'on continue. Nous, on ne lâche rien. On est sur la première marche et on va continuer. Voilà. Merci à tous. Ah ouais, non, je pense que la dernière version, c'est celle qui est en Word. Léa et Mila, 2 amies d'enfance de Morgan Keane, se rejoignent à Paris. Elles vivent maintenant à l'étranger, mais restent actives dans le collectif créé après sa mort. En fait, c'est quelque chose qu'on va distribuer aux sénateurs qui seront présents et qui rassemble les textes qu'on a écrits, donc les différentes tribunes, la pétition et le communiqué qu'on a fait quand le Sénat s'en est saisi en gros. Dans quelques heures, elles seront auditionnées au Sénat, une chambre à l'image plutôt pro-chasse.
T'as mis un chrono? Non. Je vais mettre le son. Ok. Alors, on y va. Le 2 décembre 2020, en plein confinement, notre ami d'enfance et voisin Morgan Keane a été abattu par un chasseur qui l'aurait confondu avec un sanglier alors qu'il coupait du bois dans son jardin avec une tronçonneuse. Je pense que tu peux parler un petit peu plus Un vite. peu plus vite? Et un peu plus fluide, ouais. Ouais. Très vite, nous avons pris conscience de l'importance... Après la mort de leur ami, les soutiens et témoignages ont afflué de toute la France, de plus en plus nombreux. C'est comme ça qu'est née l'idée d'une pétition sur le site du Sénat. Pour que les sénateurs s'en saisissent, il faut récolter 100 000 signatures en 6 mois. L'objectif a été atteint en seulement 2 mois. C'est des gens qui n'ont jamais pu s'exprimer, qui sont des gens des campagnes en général, des ruraux, et pour qui c'était très compliqué de dire ce qu'ils ressentaient. Et le fait de leur avoir... je pense du coup qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens derrière nous, parce qu'on a permis à ces gens-là d'avoir une voix en fait, et d'être visibles. Le 15h, c'est pas là, c'est après. Alors mes chers collègues, nous débutons véritablement aujourd'hui les travaux de la mission conjointe de contrôle sur la sécurisation à la chasse par l'audition de l'auteur de la pétition, Madame Mila Sanchez, accompagnée de Madame Léa Jaillard. Je vais vous laisser la parole pour une vingtaine de minutes à peu près. Je vous remercie. Depuis maintenant 1 an, nous recevons chaque jour une vingtaine de témoignages faisant état, entre autres, de sentiments d'insécurité et de peur d'aller se promener en raison de battues non signalées, de tirs dans des maisons, des chambres d'enfants, des salons, des jardins, des trains et des voitures en circulation. Donc on demande d'abord l'interdiction de la chasse le mercredi et le dimanche sur le territoire national. 82% des Français sont favorables à cette mesure. Nos voisins européens ont pour la plupart déjà adopté au moins un jour hebdomadaire sans chasse. Le dimanche, en fait, c'est leur seule possibilité, donc ce qu'ils disent de chasser. Mais c'est aussi pareil pour les gens qui veulent se promener dans la nature, les familles, les enfants. Donc en fait, là, il y a vraiment une priorité qui est donnée à un type d'activité plutôt que les autres. Nous demandons une distance de sécurité autour des maisons, des routes et des chemins au moins égale à la distance maximale de portée des armes. Un législateur qui prend le risque de faire cohabiter 98% de la population avec 2% de chasseurs, dont les balles sont incontrôlables et létales jusqu'à 3 km, et qui le sait, est donc responsable des accidents qui peuvent en découler. Merci à vous pour ces témoignages. Onabo est au courant des drames liés à la chasse. C'était poignant, touchant. Daniel Salmon est l'un des 19 membres de la mission d'information sur la sécurisation de la chasse. Le seul à avoir un avis tranché sur la question. Écologiste, il est favorable aux propositions de Mila et Léa. Le but de cette mission, c'est d'avoir des préconisations. Et derrière des préconisations, il peut tout à fait y avoir une loi. Je pense qu'on ne pourra pas s'arrêter au milieu du gué. Aujourd'hui, il y a des attentes sociétales. Il faut qu'on aille jusqu'au bout. Sur la saison 2020-2021, 80 accidents ont été recensés en France, dont 7 mortels. La plupart ont eu lieu lors d'une chasse au grand gibier. Pour leur premier déplacement de terrain, les sénateurs vont donc suivre une battue au sanglier. Bien, en préambule à l'organisation de la chasse, on va parler des consignes de sécurité de la traque qui va se dérouler aujourd'hui, enfin de la chasse qui va se dérouler aujourd'hui. Donc les déplacements pour aller au poste et en revenir s'effectueront à pied, armes cassées ou culasses ouvertes et dans tous les cas totalement vides. En présence de toute personne étrangère à l'action de chasse, donc des VTT, des promeneurs ou qui que ce soit, vous déchargez votre arme, vous restez courtois, c'est le moins qu'on puisse faire. On est parti. Allez hop, allez. Le principe d'une battue est simple. Un groupe de chasseurs traque le gibier à l'aide de chiens et le rabat vers une ligne de tireurs. T'as Gérard qui est là, on est tous alignés, t'auras Carole à côté. Voilà. Positionnés à quelques mètres les uns des autres, les tireurs postés doivent absolument respecter un angle de tir de 30 degrés. Les animaux sont sortants là. Oui. Toi, t'as le château là. Oui. Donc t'as le layon de tir qui est là. Oui. Tu tires pas à droite la ligne. En face, c'est tout. Et arbre couché, tu tires dans cet angle-là. Ah ouais. Ok, c'est tout bon? C'est tout bon. Eh ben allez. Merde. Bonne chance. L'angle de 30 degrés a été calculé pour réduire au maximum le risque qu'une balle ricoche et touche le tireur voisin. C'est une règle de sécurité fondamentale. 80% des victimes sont des chasseurs.
Oui, c'est typiquement du chevreuil. Aller repérer des traces comme ça, c'est génial. Mais nous, en Bretagne, on a rarement de la neige. Donc, on voit ça dans la boue quand il y a un peu de boue fraîche. Ah oui, c'est de la grosse balle que vous mettiez là-dedans? Non, c'est pas de très gros, c'est la 7 mm, 7 mm et demi, monte jusqu'à 9 à la chasse. Ça, c'est de la balle, on va dire, moyenne. C'est calibre moyen. C'est déjà assez conséquent pour moi. Mais... Aurélien, tout le monde est posté, début de track. Le choix du poste est stratégique. Celui-ci est idéal pour réaliser des tirs fichants. Un tir fichant, c'est un tir en direction du terrain pour que la balle elle aille bien se planter dans le terrain et qu'elle parte pas n'importe où. Par exemple, si vous avez une ligne de crête et un animal en ligne de crête, si je tire droit là et que je loupe l'animal, ma balle elle part à, vous voyez, elle part à 10 km. Alors que si vous tirez dans la pente là, ou dans le sol, vous tirez, votre balle elle va aller se planter dedans. Des balles perdues, il ne devrait pas y en avoir. Quand on entend bouger, on tire pas, quoi. Tant qu'on n'a pas vu l'animal comme il faut, on tire pas. Des tirs fichants, dans un angle de 30 degrés, sur une cible bien identifiée. Sur le papier, l'accident est presque impossible. Ici, je pense que c'est un peu exemplaire. On est venu, il faut être clair. Les sénateurs sont là, on est avec des gens très compétents qui nous expliquent clairement quelles sont les règles de sécurité, qui les rappellent à chaque instant. Et donc, on est dans les conditions, entre guillemets, idéales. Mais il me faudrait d'autres expériences pour savoir si, lorsqu'il n'y a pas des sénateurs dans le secteur, ça se passe de la même manière. Yac. Merci. Bon, eh ben allez. Ah ben on mangera pas de sanglier. J'avais prévu de ramener un cuisseau. On va être déçu chez moi. Ce n'est pas un hasard si Daniel Salmon est membre de la mission d'information sur la sécurisation de la chasse. Partisan d'une réglementation plus stricte, il est aussi sénateur d'un département qui vient de vivre un accident traumatique. Le 30 octobre dernier, un homme est mort au volant de sa voiture à hauteur de l'Allier, sur la 4 voies qui relie Rennes à Nantes, l'une des routes les plus fréquentées d'Ille-et-Vilaine. Vous pouvez me raconter comment ça s'est passé? Donc c'est ici qu'un automobiliste, monsieur Viard, a reçu une balle tirée par un chasseur de la butte là-bas. Apparemment, l'impact a eu lieu juste avant le pont, là, dans le bas de la descente. Ah oui, en bas là. Ouais, okay. C'est ça. Il est décédé le jeudi suivant. Encore une fois, l'accident a eu lieu lors d'une battue à quelques centaines de mètres de la route. Le chasseur était dans le champ, au fond, là-bas, qu'on peut apercevoir derrière les arbres, à au moins entre 500 et 700 mètres de la 4 voies. Et donc la balle, elle a longé la terre, en fait, parce qu'il était en surplomb, le chasseur, par rapport à la hauteur de la 4 voies. La distance, c'est impressionnant. Hein. Quand on voit la densité de la végétation, la balle, elle a forcément rencontré, très certainement rencontré quand même quelques petits obstacles, mais ça ne l'a pas arrêté, quoi. Elle n'a pas pris un tronc, donc tant qu'elle ne rencontre pas un tronc, elle passe, quoi. Il y a beaucoup de gens qui disent cette pauvre personne, elle était vraiment là, au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est indéniable, elle n'a vraiment pas eu de chance. Simplement, on peut se dire que sans doute, il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu de la chance, parce que c'est des endroits qui sont très chassés. Ça veut dire qu'il y a sans doute eu peut-être des centaines de balles ou des milliers de balles qui ont déjà traversé cette route sans, heureusement, toucher personne. Des balles potentiellement mortelles qui finissent leur course dans une voiture ou le toit d'une maison. Depuis 2014, ce genre d'incident a progressé de plus de 160%. Merci de nous accueillir. Quelques jours seulement avant l'accident mortel de l'Allier, 10 km plus loin, cet habitant d'une commune voisine a découvert une balle dans la chambre de sa fille. Elle accusait son frère qui avait fait un trou dans le mur. Et du coup, je suis monté avec le petit dans la chambre parce que moi, il m'avait pas quitté, le petit. Ouais. Quand j'ai aperçu le trou, je me suis dit, oui, ça c'est un tir, c'est une balle. Ouais, ouais. Et on a retrouvé l'ogive derrière le lit. Ah, parce que vous avez retrouvé la balle, quoi. Et oui. C'est arrêté là. Et elle arrive traversée. Oui. En gros, il peut se faire tuer dans son lit, quoi. Voilà, tout à fait.
Ah bah oui, je suis en colère, oui, je suis en colère. Par rapport à la personne qui a tiré ça, qui prenne conscience qu'il aurait pu tuer une personne, quoi. Ça, et qui prenne conscience aussi qu'il a une arme dans les mains. C'est pas un pistolet avec des billes. Hugues Drouet est d'autant plus en colère qu'il est lui-même chasseur depuis plus de 30 ans. Et donc vous faisiez des battues J'y vais plus. Ah bah, je suis pas retourné à la chasse depuis le 10 octobre, je suis pas retourné à la chasse. Oui. Non, je suis dégoûté. Lui a toujours chassé au fusil, beaucoup moins puissant que les carabines utilisées dans les battues. Est-ce qu'une balle de carabine, là tout le monde en parle, c'est mortel entre 2000 et 5000 mètres. Un fusil, un calibre 12, je dirais 500 mètres minimum, ça peut être mortel aussi. Je ne vais pas critiquer la carabine, mais la carabine, il n'y en avait pas avant. Oui. Non, mais c'est parce qu'on voudrait bien comprendre pourquoi on s'est mis tout d'un coup à avoir des armes qui sont beaucoup plus puissantes et qui sont beaucoup plus dangereuses. Je suis assez effaré, parce que dans ces deux contextes-là, on voit que ces balles sont venues de très très loin, qu'elles ont franchi carrément des haies bocagères, et qu'elles arrivent, et qu'elles ont encore une puissance phénoménale. On est avec ce qu'on pourrait appeler des armes de guerre. Et la chasse, ce n'est pas la guerre. Donc il va falloir faire du ménage à ce niveau-là. Les chasseurs maîtrisent-ils vraiment les armes parfois très puissantes qu'ils ont à la main? Bonjour. Pour le savoir, la mission d'information sénatoriale se rend dans l'un des 7 cinétirs que compte la France. Alors qu'est-ce qu'un cinétir? Un cinétir, c'est un simulateur qui permet, à balles réelles, de tirer sur un écran. Donc je ferme la culasse et lorsque je vais tirer, le film va se bloquer. Vous voyez l'impact? Donc vous avez un point rouge sur le cou de l'animal. C'est le tir qui a été réalisé. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette technologie-là, si vous tirez à côté, par exemple dessous, vous voyez aussi l'impact. Ce qui permet tout de suite au tireur de voir qu'est-ce qu'il a comme défaut. Et avec mon aide, d'analyser qu'est-ce qui ne va pas. Un manque de pratique, une peur de son arme. Ça, j'en suis intimement persuadé. Parce qu'une arme, c'est puissant. Ça génère un certain recul. Et certaines fois, je suis obligé de dire attention là, vous avez vu ce que vous avez fait? On commence un peu à se balader comme ça. Je dis, vous avez vu là votre canon? Non. La zone de sécurité, c'est l'écran. Donc canon toujours vers l'écran et en bas. Le permis de chasse date de 1976. Depuis 2020, les chasseurs ont l'obligation de suivre une nouvelle formation tous les 10 ans. Une avancée trop timide pour ce chasseur aguerri. Je pense qu'une petite remise à niveau tous les 2, 3, 5 ans, je ne sais pas, serait grandement efficace pour en tout cas faire comprendre aux gens qu'une arme, ça se manipule d'une certaine façon et pas d'une autre. Par contre, ne faisons pas d'amalgame avec la puissance, puisque on se rend compte là aussi au niveau de l'accidentologie qu'il y a autant d'accidents avec des armes que vous qualifiez de puissantes, qui sont les carabines, qu'avec des fusils de chasse, qui sont donc des armes à canon lisse et qui ont une portée qui est très réduite. Et ben voilà, une balle de tête, parfait. Légiférer sur les carabines utilisées pour chasser le gros gibier n'est pas si simple. Daniel Salmon retourne à l'Haillé, la commune de son département où un automobiliste a été tué par une balle perdue. Donc ça commence là? Les sangliers sont de plus en plus nombreux et ravagent les terres des agriculteurs. Tout ça c'est des dégâts? Ah ouais, non mais là on voit bien que tout est arraché quoi. Oui. Il décape sur 10 cm de hauteur quoi pratiquement. Et donc on sait que là que l'herbe elle va pas, c'est mort. On a un manque de fourrage quoi. Il n'y avait pas qu'un sanglier pour faire tous ces dégâts-là. C'est des bandes de sangliers qui viennent toutes les nuits régulièrement. Il y a plus de la moitié de la parcelle qui est touchée. Chaque année, les sangliers abîment 8 hectares des terres de ce couple. Une perte sèche de 5 000 €. C'est difficile, psychologiquement très difficile. Certaines périodes, moi des fois je préfère même pas venir voir. Là je viens avec vous, ça me fait mal au cœur. Quand on entend les chasseurs, ils disent que non, la population de sangliers n'a pas augmenté.
Moi, je ne sais pas. Nous, agriculteurs, on les voit en plein jour. Vous allez pouvoir me suivre? Ah bah allez. Si vous n'avez pas peur, mais normalement, il n'y a pas de souci. Après l'accident dramatique qui a coûté la vie à un homme sur sa commune, la maire de l'Aillé a pris une décision radicale. On a pris un arrêté sur la commune interdisant toute action de chasse dans les 150 mètres autour des habitations, obligeant les chiens de chasse à être tenus en laisse dans les 150 mètres autour des habitations et interdisant le tir à la carabine sur toute la commune. Vous saviez que vous poussiez un peu le bouchon loin, mais c'était pour faire réagir et voir un peu comment ça pouvait évoluer derrière. Ouais. La réaction n'a pas manqué. Très vite, les chasseurs ont rangé leurs armes. Et globalement, la chasse s'est complètement arrêtée le 11 novembre parce que les chasseurs estimaient qu'avec ces restrictions, ils ne pouvaient plus chasser. D'accord. Ils vous ont fait une petite mesure de rétorsion en disant vous allez beaucoup trop loin, donc nous on chasse plus du tout et vous allez voir ce que ça va donner. C'est ça. Ok. En peu de temps comme ça, vous avez vu une évolution, les sangliers se sont rapprochés. Vu que les communes des environs étaient chassées, l'Aillé n'était plus chassé, l'animal il n'est pas fou. Hein. Donc en fait, il revenait sur la commune, se réfugier dans les bois de l'Aillé ou sur les terres de l'Aillé, vu que les autres communes continuaient à chasser, quoi. Moi, j'ai eu le président... On va se laver les bottes. Menacée par une surpopulation de sangliers sur sa commune, la maire a dû faire marche arrière et lever son arrêté. On ne peut pas faire fi des dégâts qu'on a vus ce matin et se faire comme si ça n'existait pas. On voit bien que ça amène des gros soucis dans les exploitations agricoles, une certaine détresse. Non seulement ça interroge, mais on se dit qu'il faut réagir. Il faut arriver à trouver des solutions. Et les chasseurs ont certainement un rôle à jouer, bien entendu. André Douard est aussi à l'aise pour tirer un sanglier à la carabine de gros calibre que pour traquer le petit gibier armé de ses cartouches de plomb et de son fusil. Alors aujourd'hui, on chasse la bécasse dans la forêt de Brocéliande, hein, forêt légendaire. Alors comment ça fonctionne? Eh bien, on pratique ce qu'on appelle une chasse devant soi, hein, puisque on chasse avec des chiens dits d'arrêt. On laisse quêter le chien qui va nous trouver les oiseaux. Et là, vous voyez, là, à l'instant où on parle, le chien est à l'arrêt, donc il faut y aller parce qu'il a trouvé un oiseau. Oui. C'est reparti. Voilà. Ouais, chérie. Bravo. C'est reparti. Tu l'as vu décoller? Ah oui, ça fait deux. La première qui est partie dans notre dos, celle-ci qui nous a pas attendu. C'est ça, chasse à la bécasse, quoi. C'est pas du tout cuit, quoi. Pas loin, s'en faut. C'est leur défense, mais elles sont extraordinaires. C'est ça la nature. La partie intéressante de la chasse, ce qui nous motive, c'est tout ce qui précède l'acte. Le tir est l'acte final. Une bécasse, vous voyez, là, on poursuit, etc. Ce qui est intéressant, c'est de voir le chien parcourir de l'espace. Attention, c'est un animal, il chasse pour son ventre. Hein. Donc c'est resté un instinct naturel chez lui. L'homme, il a perdu son instinct naturel. Maintenant, il va chez McDo. Là, ça siffle. Sur le côté, le volet jour sans chasse. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? On pourrait croire que ce serait une bonne idée de dire, je sais que on dit souvent, par exemple, le maire de l'Aillé, dimanche sans chasse. Mais alors si on commence comme ça, moi qui suis un ancien assureur et qui connais les statistiques accidentogènes, il y a plein d'activités qu'il va falloir arrêter. Les accidents de voiture, c'est le week-end qu'elles ont lieu. Alors si on veut régler le problème d'accident, il faudra peut-être interdire la circulation de voitures. Si on veut moins d'accidents, moins de morts sur les routes. Si on commence à interdire toutes les activités le dimanche parce qu'il y a un risque ou parce que ça déplaît surtout c'est du dogmatisme, ça. On peut très bien discuter localement, trouver des aménagements. Moi je dis par la tolérance, par la discussion et le dialogue pour dire peut-être que là dimanche après-midi sur la commune, vous voyez, les communes urbaines, suburbaines comme il y a eu à l'Aillé, là, proche de Rennes, des grandes villes, là peut-être que localement les gars peuvent dire on ne fera pas de battue le dimanche après-midi. Comment partager la nature entre chasseurs et non-chasseurs? La mission d'information sénatoriale devra prendre position.
Daniel Salmon, lui, reste persuadé que la solution passe par des journées sans chasse. Mais le Sénat, réputé proche des chasseurs, ira-t-il jusque-là? 2 jours sans chasse, j'y crois pas trop. Je pense que la marche est trop haute pour de nombreux sénateurs. Par contre, une journée, c'est possible. Et moi, j'estime que si on ne va pas sur une demi-journée, ça sera un échec. Aujourd'hui, les chasseurs ne sont certainement pas majoritaires au Sénat. Par contre, les gens issus du milieu rural et sur lequel pèse encore le monde de la chasse, ils sont encore nombreux. Mais il y a une évolution. Justement, c'est là qu'on va voir où en est le Sénat.